Je vais essayer d'être concis. Je ne ferai pas comme Hamd Rabissi, qui nie être loquace et qui finit par l'être même. J'aurais pu peut-être me suffire des deux interventions parce qu'ils ont été assez exhaustifs sur la caractérisation du génocide biométrique, sur la présentation dans les éléments autour desquels ce génocide s'articule. Mais je voudrais juste revenir sur l'expression et sur le ressenti qu'on peut avoir. Vous ne m'entendez pas? Mais il faut que dans la salle, les gens se taisent. Donc je disais donc que j'aurais pu me suffire des deux interventions, mais je reviendrai quand même sur le terme de génocide biométrique parce que je suis bien conscient que l'entendre n'est pas très facile. Parce que le mot de génocide est un mot chargé, un mot lourd, avec en plus plusieurs sémantiques possibles. Parce que là où le juriste entend génocide, le philosophe l'entend d'une autre oreille, le sociologue d'une autre oreille, peut-être le citoyen lambda d'une autre oreille. Donc il est important, au moins, qu'on explique pourquoi nous avons fait le choix, malgré tout, malgré le fait que c'est un terme qui peut être choquant, qui peut être mal compris, pourquoi nous avons fait le choix quand même de l'utiliser pour le cas mauritanien et notamment pour le cas de ce dispositif d'enrôlement biométrique. Je pense que si nous étions dans un pays à peu près normal, j'entends par un pays normal, un pays où, même s'il y a des difficultés, un pays où, même s'il y a des remises en cause, un pays où, même s'il y a des problèmes, et je sais qu'il y en a beaucoup dans ce cas, si nous étions donc dans ce pays-là, il me semble que l'idée même d'un projet d'enrôler des populations ne devrait pas susciter ni d'inquiétude, ni de polémique, ni de débat, parce que cela va de soi. C'est juste pour vous dire que je trouve totalement justifié que l'État mauritanien décide à un moment donné de faire la comptabilité de sa population et d'assurer un état civil fiable. Personne ne conteste cet état de fait. Mais pourquoi alors que c'est normal partout ailleurs, dès lors qu'en Mauritanie on a déjà émis l'idée simplement de ce projet, une partie de la population mauritanienne a commencé à avoir peur. Rappelez-vous, avant même que le projet ne soit ficelé, dès lors qu'on l'a évoqué, les négro-mauritaniens ont commencé à être frileux. Ce n'est pas de la paranoïa simple et gratuite, c'est parce qu'il y a un précédent. Et ce précédent, il n'était pas d'ordre biométrique, bien las. C'était un précédent physique, parce qu'il y a eu des gens qui ont été déportés, il y a eu des gens qui ont été tués. Et le pire, je dis bien, d'un point de vue symbolique, ça n'est pas simplement ces déportations et ces tueries-là, c'est qu'il y a des gens qui souffrent toujours d'une suspicion de non-mauritanité. Et mieux, souvent, de non-islamité. Parce que souvent, ce qu'on a remarqué dans les centres d'enrôlement, c'est que quand les gens viennent pour s'enrôler, ils ne sont pas seulement suspectés de ne pas être mauritaniens. Quelquefois, en leur demandant de réciter un verset du Coran, ils sont même suspectés de ne pas être musulmans. Et ça, c'est véritablement problématique. Donc c'est bien parce que les négro-mauritaniens, à la base, sont confrontés très souvent au fait qu'ils doivent toujours justifier de leur mauritanité. Ce serait moins grave ailleurs, parce qu'ailleurs, il est souvent, compte tenu du fait que la carte postale officielle de la Mauritanie, c'est toujours la tente, la théière et le chameau, il est normal que quand vous rencontrez un étranger, que vous lui dites que vous êtes mauritanien, que vous ayez à le justifier. Moi, je m'explique toujours. J'explique toujours aux gens à Strasbourg que je ne suis pas sénégalais. J'ai besoin souvent d'un quart d'heure pour essayer de l'expliquer aux gens. Mais ça, c'est le fruit d'une diplomatie mauritanienne qui n'a présenté qu'un aspect de ce pays-là qui fait que je dois me justifier. Ce n'est pas que c'est pas grave, mais c'est moins grave que quand c'est dans votre propre pays, face à votre propre compatriote, en plus qui a en charge le devoir, normalement sacerdétique de vous enrôler, vous ayez à essayer d'enlever toute suspicion que vous n'êtes pas étranger, que vous êtes mauritanien, et quelquefois même que vous êtes comme lui, croyant musulman. Ça, c'est véritablement problématique. Donc c'est ce traumatisme des populations noires qui, à la base, faisait d'avance que dès lors que le projet est né dans les esprits, qu'il a été communiqué, qu'il a suscité des crispations. Une fois que le projet est mis en place, qu'est-ce qui justifie qu'on puisse aujourd'hui de parler de génocide biométrique? C'est bien parce que d'abord, on part de quel constat? On part du constat que ce projet, il va concerner tous les Mauritaniens et tous les étrangers vivant en Mauritanie. Ça aurait pu être simple. En principe, ça, c'est une opération technique, purement technique. Mais à partir de ce moment-là, comment se fait-il qu'on se base sur le renvers qui a eu lieu en 1998
très contestable d'ailleurs, parce que moi j'ai fait ce renvers et je sais les problèmes qu'il a suscité. Et à cette époque-là, j'avais la chance en plus d'apprécier ce renvers-là dans notre regard, puisqu'à l'époque j'étais journaliste de presse écrite et que j'ai eu à couvrir l'opération. Donc je sais les problèmes qu'il a suscités. Je sais qu'il y a eu des villages entiers qui ont été évités par le dispositif de renvers. Je sais que dans mon propre quartier, il y a eu des maisons qui ont été contournées. Et nous faisions tout pour aller ramener les gens, pour qu'ils rentrent dans certaines familles, pour aller recenser les gens. Donc, cette opération renvers, qui à la base est elle-même déjà faussée, parce qu'elle avait été, à l'époque, dans une logique de discrimination, dans une logique d'exclusion, c'est elle qui constitue la base d'une nouvelle opération, qui celle-là, par contre, puisqu'elle est biométrique et parce qu'elle est censée fiabiliser, sécuriser les papiers d'état civil, peuvent avoir pour conséquence d'exclure définitivement des gens de la Mauritanie. C'est là le problème. C'est là le problème. Le problème, c'est que vous êtes conscient que si vous n'arrivez pas à vous enrôler, vous cessez d'être Mauritanien. Et récemment, dans les sittings que nous organisions devant le Parlement européen à Strasbourg, un député européen, tout à fait de bonne foi, me disait, mais je ne sais pas pourquoi vous vous inquiétez, parce que le droit international, il interdit à un pays de transformer son citoyen en apatride. Donc, techniquement, la Mauritanie ne peut pas vous transformer en apatride. Je dis, le problème, c'est que c'est technique. Ce n'est que techniquement que c'est impossible. Et en Mauritanie, on sait que la technique, c'est toujours l'étape invisible. Ce qu'on fait souvent, c'est des choses factuelles, on vous explique. Et de fait aujourd'hui, il y a des Mauritaniens qui sont exclus de la nationalité mauritanienne. Je demande donc à notre cher représentant du barreau de revenir peut-être sur ces questions-là pour nous dire si ce que dit ce député européen est possible. Et dans les solutions concrètes, quels sont les recours qui sont possibles, parce que ça aussi, ça peut nous aider dans le combat que nous menons, qui est pour l'instant un combat, c'est vrai, très acharné, un combat très passionnel, un combat très passionné, mais qui reste pour l'instant un combat de slogan. Et il faut que nous envisagions désormais des actions concrètes, nous envisagions désormais des couloirs de recours juridiques pour voir si nous pouvons porter le problème ailleurs. Parce que de toute façon, nous savons que du côté de l'État mauritanien, je le dis sans aucun embâche, alors il n'y a aucune volonté aujourd'hui de solutionner les problèmes qui sont posés. C'est une évidence, puisque le président de la République vraisemblablement a été rencontré, des promesses ont été tenues, ces promesses n'ont jamais été respectées, et aujourd'hui, nous sommes bien conscients que nous sommes face à la notion de surdité qui est dans l'intitulé du sujet, est bel et bien justifiée, puisque nous sommes en face d'un État qui ne veut rien voir, qui ne veut rien entendre. Pourquoi il ne veut rien voir et pourquoi il ne veut rien entendre? Nous serons bien naïfs de parler simplement d'une surdité. La vérité, c'est que nous avons aujourd'hui un antagonisme entre deux cohérences. Il y a la cohérence de l'État mauritanien, qui, lui, a un projet qui est très clair. Le projet de l'État mauritanien, de tout temps, a été un projet d'exclusion, ou tout au moins un projet d'une définition de l'identité mauritanienne qui est une définition exclusiviste, réductionniste, et qui, de toute façon, met de côté l'existence des négro-africains, non pas seulement en tant qu'individus, pire en tant que culture. Parce que nous avons aussi oublié les autres aspects de cette discrimination, de ce génocide. C'est aujourd'hui le génocide qui est en progression linguistique. Je suis très à l'aise pour prononcer le mot génocide sur ces aspects-là, parce qu'au moins je sais qu'on ne me sortira pas des arguments juridiques, parce que je ne prétends pas que c'est un génocide qui peut se justifier juridiquement. Je pense simplement que ce sont des concepts qu'on peut manipuler à aisance, parce qu'effectivement, ils remettent sur la table la question de l'exclusion d'une communauté dans le fait de son identité, dans le fait de son appartenance linguistique, et à ce titre-là, j'estime simplement qu'il s'agit d'un génocide. Donc c'est pour cette raison-là qu'on peut, à juste titre, effectivement, parler de génocide biométrique. Je pense que je suis proche de finir mon propos. Je finirai simplement par soulever un autre indice, un dernier, qui montre que vraiment on est dans un cas où, à part la volonté d'exclure, il n'y a aucune cohérence dans la démarche de ce projet d'enrôlement. Vous avez parlé de ce séjour. C'est symbolique. Mais nous savons tous, nous qui vivons en France, pourquoi l'État mauritanien réclame la carte de séjour aux gens qui viennent s'enrôler. C'est parce que, disons-le très clairement, il y a aujourd'hui des Mauritaniens qui sont réfugiés en France. Voilà. C'est ça qu'on cherche à détecter. Moi, je pense qu'il faut mettre le doigt là où ça fait mal. Ça fait mal, oui. La réalité, c'est qu'on cherche à savoir qui parmi ces gens qui font les grandes gueules dehors est réfugié politique ou ne l'est pas. Et donc, quand vous venez, on vous demande votre carte de séjour, évidemment, vous sortez votre carte de séjour, c'est mentionné réfugié mauritanien. Oui. Et à ce moment-là, on vous répond quoi? Vous ne pouvez pas vous enrôler parce que la Mauritanie, le seul type de réfugié qu'il reconnaît, c'est celui qui est reconnu par le HCR. Donc, rendez-vous compte de l'incohérence. On vous demande la carte de séjour française.
moi je veux bien, c'est quand même qu'on fait donc confiance à l'administration française dans ce qu'il nous fournit comme justification d'identification de la personne. Quand on demande la carte de séjour française, c'est parce qu'on estime que la France est en même de justifier de l'identité de cette personne qui se présente devant soi. Donc d'un côté, on donne blanc-seing à la France pour identifier le Mauritanien. De l'autre côté, s'il est réfugié, l'office français de réfugiés et des apatrides, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, l'OFPRA, qui est une institution française, une institution de la République française, là, tout d'un coup, elle n'est plus valable pour être reconnue comme pouvant identifier quelqu'un comme réfugié. Vous voyez, c'est une incohérence. D'un côté, on demande un papier français. Quand vous le présentez et que vous êtes réfugié mauritanien, on ne vous reconnaît plus, il faut aller au HCR. couteau double Alors que tranchant. l'OFPRA lui-même trouve son émanation de la même convention que la HCR, c'est la convention de Genève. Donc c'est quand même une incohérence totale. Et cette incohérence, elle n'est pas faite par bêtise. Elle est faite précisément parce que justement derrière, c'est comme ça que je le lis moi, à tort ou à raison, c'est que derrière il y a un entêtement à exclure. Et un entêtement tellement puissant qu'on est prêt à aller dans des contradictions visibles et ridicules. Donc, d'un côté, l'administration française est valable pour justifier, d'un autre côté, elle ne l'est pas. Et sur le même papier, ça c'est le symbole même de la contradiction de ce projet qui montre qu'il n'a de cohérence que parce que derrière, il cherche à exclure. Je ne vais pas aller loin et je vous en remercie. Merci, Bokar. Merci les conférenciers.